Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur la conduite autonome qu'on organise aujourd'hui avec nos partenaires que je vais vous présenter dans un instant. Vous avez bien entendu que ce webinaire sera enregistré, comme ça vous êtes au courant. Je m'appelle Sylvie Kranen et je suis la directrice de la CCI France Pays-Bas. Ce webinaire sera pour la plus grande partie en français. On a nos intervenants qui vont présenter en français. On a même un intervenant qui, d'origine, n'est pas couramment en français, mais qui a osé donner la présentation en français quand même. C'est Vincent de TomTom, donc bravo Vincent. Il y aura juste quelques questions peut-être à la fin posées en anglais dans ce cas-là à Vincent, mais je fais en sorte de traduire. Je vais d'abord remercier nos 4 intervenants d'aujourd'hui. On a Nico Schrietekatte, qui est de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en France, Jean-Christophe Souvestre de la société Outac-Ceram, Vincent Demunck de TomTom et Casper Hoppe de Hoppe Executive Search. Merci beaucoup et bienvenue dans ce webinaire. Vous aurez l'occasion de poser vos questions dans la partie Q&A que vous voyez en bas de votre écran. Et à la fin de ce webinaire, après les présentations, on va les traiter. Donc, n'hésitez pas de déjà poser vos questions dans le Q&A. Avant de donner la parole à notre premier intervenant, je vais vous lancer 4 sondages parce qu'on était intéressé de voir quel est votre avis sur la conduite autonome. Et le sondage est anonyme, donc n'hésitez pas à répondre. Je vous donne à chaque fois quelques secondes de vous donner votre réponse. Je vous montre le résultat et après je vous lance le prochain sondage. Donc je vous donne la première question. J'attends encore 5 secondes avant de vous montrer. Je vous montre les résultats. On voit 40% quand même qui votent pour l'Europe, c'est bien, c'est bonne nouvelle. Et puis les États-Unis en deuxième place avec 33%. Je passe tout de suite à la prochaine question. Quel est selon vous le plus grand défi pour la conduite autonome en Europe ? Encore quelques questions, en quelques secondes. Vous avez presque tous répondu. 3, 2, 1. Et là aussi, je vais vous montrer. Ça, c'est intéressant. Il y a entre législation, en plus c'est difficile à prononcer, et la technologie, qui sont tous les deux à 29%, donc comme plus grand défi. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir une réponse plus concrète au cours de ce webinaire, mais c'est intéressant que ces deux réponses égales. Troisième et l'avant-dernière. Que pensez-vous? Quel est l'impact du Covid-19 sur la conduite autonome?
Encore 5 secondes. Donc, 33% à une réponse mixte, plus de demandes, mais la conduite autonome sera plus tardive. Et puis en deuxième, négatif, retardé en raison d'une diminution des investissements et ou de la demande. Donc ça aussi intéressant de voir ce qui va se passer. Et la dernière, en France, où est-ce qu'il faut développer d'abord la conduite autonome? Encore 5 secondes. C'est intéressant, c'est plutôt les grands axes routiers du pays comme première réponse. Ça, c'est intéressant de voir aussi, je m'imagine pour ceux qui vont faire les tests, où il faut faire les tests. Merci beaucoup. Je vais arrêter le sondage et maintenant, je vais passer la parole à Nico Schrietekatte, qui est le chef économique du pôle économique de l'ambassade. Nico, je vous passe la parole. Merci beaucoup Sylvie. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre participation à ce webinaire sur ce thème d'une grande importance tant sociétale qu'économique. Permettez-moi aussi de remercier la CCI pour cette excellente initiative. Je suis ravi de pouvoir fournir une modeste contribution en toute humilité à côté de véritables experts dans ce domaine qui suivront après mon intervention. Dans cette intervention, je tâcherai de vous introduire dans l'état de l'art en matière de Automated and Connected Driving aux Pays-Bas. Dans le temps qui m'est imparti, je vous donnerai un aperçu de la vision, de la politique et l'écosystème accompagné de quelques illustrations qui, je l'espère, vous inspireront. D'emblée, je voudrais souligner qu'aux Pays-Bas, nous préconisons une approche intégrée de la mobilité, tant connected que automated. Ce sera le fil conducteur de ma présentation qui suit. Quoi de mieux alors qu'un rapport d'un bureau d'études réputé montrant la position des Pays-Bas dans ce domaine pour la deuxième année consécutive en plus. KPMG explique cette position de leader des Pays-Bas sur la base d'une consistance dans les politiques menées par le gouvernement, y compris un cadre réglementaire, on en parlait dans les sondages justement, qui stimule le développement de Automated and Connected Driving, une infrastructure de haute qualité, un écosystème fort, ainsi qu'une approche très pragmatique qui implique les usagers. Regardons alors de plus près la vision des Pays-Bas en la matière. Cette synergie à laquelle je me référais il y a un instant se voit bien reflétée dans cette image. Notre vision consiste dans la convergence graduelle entre, d'un côté, l'informatisation dans la circulation et d'un autre côté, l'automatisation du véhicule et dans le véhicule. J'ai inclus une citation de Carlo van der Weyer de l'Université technologique de Delft, un de nos grands experts dans ce domaine. Je la trouvais assez parlante par elle-même. Alors, en quoi consiste cette politique du gouvernement néerlandais? C'est ce que nous verrons par la suite. Un pas important fut franchi le 14 avril 2016 avec la déclaration d'Amsterdam lors de la présidence des Pays-Bas de l'Union européenne. Ce document, que je vous recommande vivement, montre comment nous pouvons naviguer vers les Connected and Automated Vehicles sur les routes européennes. La coopération européenne est évidemment essentielle dans ce domaine et les Pays-Bas s'y engagent fortement, j'y reviendrai.
Le ministère de l'Infrastructure a aussi établi une loi dite d'expérimentation de la voiture autonome, encore une confirmation, vu les sondages, l'importance de la législation, et ici une loi dite d'expérimentation de la voiture autonome approuvée par l'Assemblée nationale en avril 2018 et par le Sénat en septembre 2018. Cette loi autorise des expérimentations avec les voitures autonomes sur les routes publiques sans conducteur dans les véhicules, tout en devant être monitorés à distance. Les Pays-Bas ont aussi développé un permis de conduire pour le véhicule autonome. L'approche focalise sur la mesure dans laquelle un véhicule peut produire un comportement de conduite automatique qui soit prévisible et en toute sécurité et qui s'aligne le plus possible à la performance humaine dans un système de circulation ouvert. Aussi, les Pays-Bas s'engagent pour le développement d'un Vehicle Safety and Security Framework, visant à pouvoir déterminer le degré dans lequel les logiciels à l'intérieur de la voiture sont robustes ou non. Tout cela requiert, bien entendu, une infrastructure de haute qualité. C'est le sujet de l'image suivante. Vous savez probablement que les Pays-Bas sont un des pays à plus haute densité de la population par kilomètre carré. Nous sommes plus de 17 millions sur 43 000 kilomètres carrés, c'est-à-dire 421 habitants au kilomètre carré. La France compte plus de 65 millions sur 644 000 kilomètres carrés, c'est-à-dire 104 habitants au kilomètre carré, presque 4 fois moins qu'aux Pays-Bas. Cela nous pousse à une créativité, une capacité d'innovation continue et donc un investissement permanent tant dans l'infrastructure physique que dans l'infrastructure numérique. Ainsi, déjà en 2017, un rapport du bureau d'études Roland Berger démontrait que les Pays-Bas étaient leaders mondiaux dans l'introduction de concepts de mobilité électrique et autonome, notamment grâce à l'infrastructure de chargement, devançant la Chine, l'Allemagne et les États-Unis. Il va de soi que le gouvernement néerlandais ne peut relever seul ce défi. Les Pays-Bas se distinguent par un écosystème riche et diversifié, comme démontrent les images suivantes. Cette première image montre bien cette diversité, tant au niveau de l'infrastructure que dans le numérique, et tant au niveau d'instituts de recherche publics que les entreprises de haute technologie privées. Dans un instant, Vincent nous parlera davantage de l'expertise de TomTom et Casper en parlera certainement aussi. Ce riche écosystème nous a permis de développer plusieurs projets concrets dans différentes modalités de mobilité, comme le démontrera l'image suivante. En voici quelques exemples de véhicules autonomes d'origine néerlandaise, tant sur la route, dans l'air et bien entendu, comme nous sommes aux Pays-Bas, dans l'eau aussi. Les Hollandais, ou officiellement je devrais dire les Néerlandais, sont connus pour être un peuple pragmatique, qui préfère largement le bottom-up plutôt que le top-down. J'en parlais déjà il y a un instant. Dans ce domaine, ce n'est certainement pas différent. Dans l'image suivante, vous pouvez voir à quel point, aux Pays-Bas, malgré la superficie de notre pays, nous avons développé des projets pilotes dans quasiment le pays entier, que ce soit au niveau de la recherche, des projets pilotes dans les campus ou dans les centres de tests. J'imagine que Jean-Christophe nous en parlera davantage dans un instant. Avant de clôturer ma présentation, je souhaiterais partager avec vous 3 illustrations concrètes au niveau de l'infrastructure, de l'importance des données et l'Internet des objets dans un contexte européen. Premièrement, le showcase Talking Traffic. Un bel exemple comment la circulation peut réguler la circulation. Un partenariat public-privé où les autorités publiques et les entreprises s'engagent à améliorer la circulation quotidienne. En un mot, ce sont des feux de circulation qui communiquent avec les véhicules, avec les modes de transport qui s'approchent. Les signaux et les conseils sont en temps réel et le Talking Traffic peut être utilisé par tous ceux qui disposent d'un smartphone ou d'un système de navigation. L'objectif est d'avoir déjà 2,5 millions d'utilisateurs en 2020. Sur le site web, vous pourrez lire aussi en anglais plusieurs expériences dans différents domaines, les pompiers, les ambulanciers, la qualité de travail pour les chauffeurs, l'économie de carburant et de temps,
donc des coûts, etc. Dans l'image suivante, vous verrez quels ont été les résultats et les bénéfices obtenus jusqu'à présent. Le deuxième showcase s'appelle la Data Task Force. Prévu dans la déclaration d'Amsterdam, les membres de la European Data Task Force, comprenant les États membres, des fabricants de véhicules et des fournisseurs de services, ont commencé en juin 2019 ce qu'on appelle un Proof of Concept pour une durée de 12 mois, conçu pour améliorer la sécurité routière grâce au partage de données générées par les véhicules et l'infrastructure entre les pays et les fabricants. Tout en utilisant les dernières technologies, les véhicules sont en mesure de détecter et d'avertir les conducteurs et passagers sur les conditions de route dangereuses, par exemple lorsqu'il y a du verglas sur les routes. En même temps, ces avertissements peuvent aussi être bénéfiques à d'autres conducteurs et opérateurs routiers. Cette image vous montre le type de données qui sont échangées. Dans l'image suivante, vous pouvez voir quels sont les partenaires impliqués jusqu'à présent. La Task Force, présidée par les Pays-Bas, est ouverte à davantage de partenaires, bien entendu, surtout en vue des résultats obtenus en peu de temps. 500 000 véhicules ont échangé des données visant à améliorer la sécurité routière. 25% des utilisateurs routiers aux Pays-Bas sont impliqués et la visibilité digitale sur les routes a été améliorée par un facteur 450. Vous imaginez le potentiel restant à exploiter. En attendant, en effet, le coronavirus a aussi impacté ce proof of concept dont la période a été prolongée jusqu'en octobre 2020 quand aura lieu le High-Level Meeting Connected and Automated Driving avec les ministres des Transports européens. Pour conclure, je voulais partager un troisième showcase avec vous. Celui-ci s'appelle Autopilot, un acronyme bien choisi. C'est un projet européen qui a été financé par le programme Horizon 2020, dont le consortium représentait tous les domaines relevant dans l'écosystème de l'Internet des objets. Cet autopilot comprenait des véhicules, l'infrastructure routière, les objets environnants, avec une attention toute particulière aux aspects de sécurité critiques dans le domaine de véhicules autonomes. Ce projet Autopilot IoT, Internet of Things, a permis à ce que des véhicules autonomes aient pu être testés en conditions réelles dans des sites pilotes à grande échelle en Finlande, la France, l'Italie, la Corée du Sud, l'Espagne et bien évidemment les Pays-Bas. L'image suivante vous montre les partenaires impliqués par pays. L'événement de clôture s'est tenu à Versailles, organisé par VDCOM et PSA, concluant ainsi une collaboration fructueuse de 3 ans de travail conjoint. Plus de 200 personnes venant de l'Europe et de l'Asie y ont participé, y compris des Pays-Bas et aussi de mon équipe à l'ambassade. Parlant de conclusion, j'en termine vraiment maintenant avec ma toute dernière image. Mon intention avec cette présentation était de vous donner un bref aperçu du savoir-faire des Pays-Bas dans le domaine des véhicules autonomes. Dans le passé, les yeux étaient surtout fixés sur le potentiel des voitures autonomes pour les systèmes de la mobilité. Graduellement, cette approche néerlandaise a évolué vers une approche plus équilibrée afin de pouvoir encore mieux discerner où sont les opportunités, mais aussi les risques que peut comporter la smart mobility pour le système de la circulation et les usagers, ses participants, comme on dit aux Pays-Bas. Cela nécessite un système d'admission équilibré et durable qui va au-delà des exigences techniques et légales et qui prend également en considération que les usagers et la sécurité routière sont d'une importance primordiale. Cela requiert une coopération optimale entre tous les acteurs dans l'écosystème, tant public que privé. Cela requiert également une coopération internationale. Les Pays-Bas sont plus qu'ouverts à une coopération intensifiée avec la France, tant au niveau bilatéral qu'au niveau plus largement européen. Je m'excuse d'avoir été peut-être un peu long, le sujet me passionne et je vous remercie chaleureusement de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Nico. C'était en effet très intéressant, donc certainement pas trop long. Et Nico sera donc à votre disposition encore à la fin pour des questions.
Je voudrais maintenant passer la parole à Jean-Christophe Souvestre qui va donner un témoignage parce qu'il est actuellement en charge d'une mission aux Pays-Bas, entre autres. Il va vous raconter là-dessus avec un test de conduite autonome. Est-ce que je peux vous inviter, Jean-Christophe, de news et de prendre la parole, s'il vous plaît? Eh ben, bonjour à tous et toutes. Donc, je vous remercie de me donner la parole. Donc, Jean-Christophe Souvès, donc, je suis responsable technique ingénieur au sein de l'UTAC CERAM. Donc, dans le slide suivant, je vais vous faire un petit panorama de notre entreprise. Donc, on est un groupe indépendant qui est composé aujourd'hui de plus de 600 personnes, ingénieurs et techniciens. J'aimerais d'abord remercier la CCI qui nous a bien aidés dans le cadre de notre expérimentation aux Pays-Bas et qui, pour des raisons de confidentialité, je ne pourrais pas vous en dire plus, si ce n'est que voilà, on travaille beaucoup avec les constructeurs automobiles, les équipementiers. Nous sommes un groupe en pleine expansion. Dans le slide suivant, je vais pouvoir vous montrer nos activités, c'est-à-dire que l'UTAC CERAM est composé de 4 marques différentes. Donc, la marque UTAC est la marque originale d'un laboratoire qui est reconnu par les administrations françaises en vue d'homologuer les véhicules. Maintenant, avec l'ouverture à l'Europe, l'UTAC est aussi reconnu par d'autres institutions européennes et mondiales. Et l'UTAC représente aussi les constructeurs automobiles ou les institutions françaises dans les groupes de discussion qui peuvent avoir lieu au Luxembourg ou à Genève pour l'élaboration des nouveaux règlements. La marque CERAM auquel j'appartiens est, elle, dédiée au testing, c'est-à-dire de réalisation des essais, des expérimentations dont je vais vous parler après, mais principalement de l'essai en vue de recherche et développement. Donc ça, c'est important à signaler, c'est-à-dire que nous avons des clients, constructeurs équipementiers, qui nous sollicitent pour des prestations sur mesure pour lesquelles nous réalisons des prestations adéquates. Tecmo, qui est notre nouveauté, c'est nous avons modifié nos architectures de pistes d'essai pour en très peu de temps répondre aux problématiques du véhicule autonome en construisant des pistes vraiment dédiées, des pistes de travail qui pourront servir aussi pour les homologations. Et enfin, Event et Formation, qui est l'entité qui organise des présentations journalistes, des essais, où les journalistes ou autres acteurs du monde peuvent venir tester notamment les véhicules autonomes en grandeur nature. Donc, dans le slide suivant, brièvement, je vais vous présenter Tecmo, voilà, qui est le centre d'essai et qui est un laboratoire qui sert principalement à reproduire des situations de vie dans le but de travailler, notamment sur des protocoles Euro NCAP ou d'autres protocoles clients, mais en toute sécurité, dans un endroit fermé, confidentiel et dédié à ce type d'essai. Dans le slide suivant, vous pouvez voir un peu les différentes architectures qu'on a essayé de compacter sur notre site de Montlhéry, qui se trouve au sud de Paris, où on a pu notamment réaliser une simulation d'autoroute de 2,5 km, des situations type ville, notamment aussi une grande airplane de 38 000 m2 qui nous permet de reproduire un certain nombre de situations de vie. Sauf qu'on ne va pas se le cacher, dans le cas des véhicules autonomes, les situations de vie sont plutôt infinies et il est très difficile de valider un système à 100%. Donc, c'est pour ça que les constructeurs nous ont confié une mission, c'est d'aller voir un peu aux quatre coins de la planète ce qui se passe sur le terrain avec des véhicules instrumentés. Pour ça, sur le slide suivant, donc notre client qui nous a confié un certain nombre de véhicules, dont 2 à usage d'Amsterdam pendant une période d'1 an. Alors pourquoi Amsterdam? Parce que
discussion avec notre client, on a jugé qu'à Amsterdam, il y a un certain nombre de situations de vie qui sont très, très, très complexes à intégrer pour les véhicules autonomes. Que ce soit les nombreux cyclistes qui peuvent arriver un peu de tous les côtés sans prévenir, que ce soit sur les aspects signalisation qui nous ont vraiment paru intéressantes, de passer de route bitumée à rue pavée, donc à intégrer pour le véhicule autonome qui, non, il ne monte pas sur un trottoir, mais c'est bien une rue qui est pavée, et d'aller capter de la donnée. Alors forcément, on capte de la donnée qui sont post-traitées par nos clients. On est en train de développer, nous, notre propre système de post-traitement pour ramener vraiment des éléments concrets et précis. Vu les milliers d'heures d'enregistrement, il est tout à fait inconcevable de se repasser toutes les vidéos pour les analyser. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de mettre au point des systèmes de pré-dépouillement où on peut donner des situations de vie et étudier les scénarios et les reproduire après sur nos centres de Tecmo. Bon, on voit bien un certain nombre de choses. La diapositive en haut à droite, on a des vélos qui sont stationnés sur la droite. La voiture, est-ce qu'elle identifie un vélo qui est stationné, qui ne bougera pas, ou un danger potentiel, et auquel cas, elle doit agir. Donc voilà, donc c'est tout notre travail d'amener ces situations de vie à nos clients qui, eux, vont travailler pour développer leurs produits. Bon, dans le slide suivant, on peut voir aussi d'autres situations de vie qu'on a remarquées à Amsterdam. Hein. C'est du trafic assez important. On va dire en très peu de temps, on est capable de passer de la ville à l'autoroute. Surtout que dans le slide suivant, une aussi des raisons pourquoi Amsterdam, c'est que aujourd'hui, le véhicule autonome est lié à son mode de propulsion qui est souvent électrique et qui a besoin d'infrastructures pour pouvoir se mouvoir. Et on a vraiment trouvé des infrastructures assez importantes pour nous aider. Parce que je ne vous cache pas, quand on est en développement, l'idée, c'est d'aller vraiment le plus vite possible pour sortir des résultats. Et avec un véhicule électrique, on est relativement limité. Donc voilà, donc c'est pour ça que on a fait cette expérimentation avec un de nos clients. Là, on est à plus de 6 mois d'essai. Ça se passe plutôt bien. Je remercie encore le support de la CCI qui nous a bien aidés et un très bon accueil des habitants d'Amsterdam et des sociétés partenaires qui nous ont aidés dans ces expérimentations. Ça n'a pas forcément été facile tous les jours, mais aujourd'hui, c'est positif. Cette expérience-là était vraiment importante pour nos clients qui, je pense, va mettre Amsterdam dans les référentiels de validation des véhicules, ce qui fait qu'à chaque sortie de nouveaux véhicules, que ce soit pour les ADAS ou les modes autonomes, il n'est pas exclu qu'on revienne travailler sur Amsterdam. Donc voilà, donc j'essaie de faire rapide aussi. C'est juste un témoignage pour vous dire que l'expérience est très enrichissante. Et je pense qu'une fois les véhicules mis au point sur Amsterdam, je suis assez confiant d'aborder un certain nombre de situations de vie réelles. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Jean-Christophe pour ce témoignage intéressant. Je suis contente d'entendre que les Néerlandais vous ont accueillis chaleureusement. C'est l'idée. C'est vrai, à tous les points. Ça a été vraiment, on arrivait, on ne connaissait pas forcément tous les lieux, mais on a bien été reçus. Et ça, c'est important aussi. Tant mieux, tant mieux. Merci beaucoup. Jean-Christophe restera aussi dans ce webinaire, donc il sera à votre disposition aussi à la fin pour des questions. Je vais après passer la parole à Vincent de Meunk de TomTom, qui a eu le courage de s'entraîner en français pour faire sa présentation en français pour vous. Donc, je voudrais inviter Vincent de Meunk de unmute et de merci Sylvie. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Vincent, je travaille depuis 2016 chez TomTom à Amsterdam dans la business unit automobile. Merci pour votre accueil et de me donner l'opportunité d'introduire TomTom et la conduite automatisée. Je ferai la présentation en français, mais je préfère les questions et les discussions en anglais.
TomTom a été fondé en 1991 à Amsterdam et était à l'origine de la création d'un appareil de navigation facile à utiliser par le grand public. Probablement une des inventions les plus influentes de tout le temps. Depuis, nous sommes passés d'une start-up à une entreprise technologique mondiale. Nous concevons et développons des produits et des services innovateurs de navigation qui alimentent des centaines de millions d'applications à travers le monde entier. Cela inclut les technologies de cartographie, les solutions de navigation automobile intégrées, cartes pour la conduite automatisée, appareils et applications de navigation personnelle et services de voitures connectées. TomTom a son siège à Amsterdam, emploie environ 5000 personnes et est présent dans 37 pays. Nous proposons des cartes numériques couvrant plus de 100 pays et notre service d'information TomTom Traffic en temps réel atteint plus de 5 milliards de personnes dans 69 pays. Notre bureau français est basé à Montrouge, près de Paris, où nos équipes de vente et commerciales pour la France sont basées. Nous avons également de grands bureaux européens à Gand, Eindhoven et Berlin, et des bureaux internationaux aux États-Unis, en Chine et au Japon. Suivant, s'il vous plaît. Nos unités commerciales automobiles accordant des licences aux clients de l'industrie automobile. À la fois, les constructeurs automobiles connus sous le nom de fabricants d'équipement d'origine, OEM, et le vendeur d'unités centrales connues comme tiers 1, par exemple Continental. Nous octroyons des licences pour les composants des systèmes de navigation intégrés, des systèmes avancés d'aide à la conduite et des applications de conduite autonome. Nous comptons parmi nos clientes, par exemple Daimler, Groupe PSA, Nissan, Renault, Volkswagen Group, etc. La conduite autonome est une grande opportunité pour la société TomTom. Cela transformera complètement la mobilité personnelle et augmentera la sécurité, le confort et l'efficacité du véhicule à des niveaux qui dépassent l'imagination. Les systèmes avancés d'aide à la conduite de certains véhicules sont déjà une réalité, avec une évolution vers des véhicules entièrement autonomes prévue à long terme. La conduite automatisée est développée et mise en œuvre progressivement. Les conducteurs utilisent aujourd'hui principalement des cartes numériques pour s'orienter, planifier un voyage et naviguer vers leur destination. Cependant, au fur et à mesure, la tâche de conduite passera progressivement de conducteur au système automatisé embarqué. Et en conséquence, le rôle et l'importance des cartes numériques changeront aussi. Cela signifie que le conducteur de véhicule ne sera plus l'utilisateur de la carte, mais plutôt une machine. Les véhicules autonomes nécessitent des cartes qui diffèrent considérablement des cartes utilisées dans les systèmes de navigation actuels. Voilà la raison pour laquelle nous avons développé 2 cartes pour répondre à ces besoins. Aujourd'hui, de nombreuses voitures ont des avertissements ou des fonctionnalités d'assistance. C'est ce qu'on appelle la conduite autonome du niveau 0 et du niveau 1. Pour ce niveau, nous vendons aujourd'hui la carte TomTom ADAS dans plus de 1 million de voitures. Ensuite, disponible dans la voiture premium, il y a la conduite autonome level 2 où le conducteur doit encore faire attention mais peut enlever les mains du volant. Finalement, au niveau 3, 4 et 5, le conducteur cède plus de responsabilité. Ces voitures nécessitent une carte TomTom haute définition, HD. Ce n'est qu'au niveau 5, probablement dans de nombreuses années, que le conducteur n'est plus nécessaire et il n'y a plus besoin du volant dans la voiture. Nous avons aussi un véhicule d'essai ou de carte HD.
Suivant, s'il vous plaît. La TomTom HD Map avec rôle d'aîné est un produit de carte numérique révolutionnaire et très précis qui aide les véhicules autonomes à se localiser avec précision sur la route et à planifier des manœuvres, même lors de déplacements à grande vitesse. La carte TomTom HD fournit une représentation très précise et réaliste du profil de la route. Il inclut des informations sur la courbure et le terrain. Il étend le champ de vision du véhicule au-delà des captures embarquées, tout en permettant des scénarios de conduite plus fluides, plus sûrs et plus efficaces. Création de cartes HD. TomTom utilise une combinaison d'outils de fusion de données automatisées. Les véhicules de cartographie mobile intelligents équipés de capteurs de cartographie de points. Les sources communautaires telles que les données de capture du gouvernement et des voitures sont fusionnées par notre plateforme innovante de création de cartes transactionnelles qui peut traiter efficacement de gros volumes de données. Cela nous permet de collecter des données cartographiques de manière efficace, de les traiter avec un délai minimal et de publier rapidement les mises à jour. Slide suivant, s'il vous plaît. Je vais conclure ma présentation par un résumé. Au cours de 2 dernières décennies, TomTom est devenue une entreprise mondiale de business to business, vendant des cartes et des logiciels aux constructeurs automobiles et aux entreprises technologiques. Nous avons notre bureau français à Montrouge et nous investissons dans la conduite autonome avec ADAS et avec des cartes haute définition. Ces cartes haute définition sont utilisées pour une conduite automatisée en toute sécurité, en améliorant à la fois la localisation du véhicule, la perception de capture et la planification de trajet. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez visiter notre site Internet et remplissez les formulaires de contact en bas de page ou faites un email. Merci. Merci beaucoup Vincent et bravo pour votre français. Franchement, je sais que vous vous êtes entraîné ce week-end et vous avez fait excellemment. Donc, tous mes compliments. Merci. Je vous en prie. Et puis, je voudrais donner la parole, last but certainly not least, en bon français, à Casper Hoppe, fondateur de Hoppe Executive Search. Est-ce que, Casper, je peux vous inviter à prendre la parole? Tout à fait, merci. Et bienvenue à un petit accent suisse, après le petit accent de Vincent, tout en français aussi. J'espère que ça va marcher. Juste pour m'introduire, je gère un bureau de headhunting, de recherche, recrutement depuis quelques années, disons depuis 5 années. Et j'ai trouvé ma racine dans le AR/VR, Virtual Reality, Augmented Reality. Et depuis cette fondation, on a contribué dans les équipes de recherche un petit peu partout, mais surtout dans l'autonomous driving, ainsi aussi avec les partenaires qui sont inclus aujourd'hui dans les présentations. Mais en fait, je donne quelques exemples des expertises sur mon slide, machine learning, deep learning, etc. Et
ce qui est très bizarre, c'est que ça n'existait pas comme expertise depuis, ça existe que depuis quelques années, les expertises comme ça. Donc, si je parle de deep learning, c'est une expertise qui s'est développée depuis les dernières 5 années seulement. Donc, en fait, ça, c'est le défi aussi, que les développements se passent très, très vite et qu'il y a des expertises très spécialisées à rechercher pour fournir dans le research and development partout dans l'Europe. Moi, je travaille plutôt dans l'Europe, mais c'est des expertises qui viennent de partout. Donc, je travaille avec des candidats qui sont un petit peu mondiaux. Mais en fait, je vais vous donner que des exemples d'expertise technique. Donc, je ne parle pas de loi ou quelques autres exemples. Je parle surtout des expertises techniques. Et sur le slide prochain, je vais vous introduire quand même avant tout, une petite chaîne qui était déjà touchée par les autres entrepreneurs. En fait, on parle de plusieurs expertises combinées. C'est toute une chaîne avec des expertises interloquées, interdépendantes. Et moi, je commence à droite, comme les Chinois, avec le télécom, le bandwidth, et surtout aussi avec les powerful chips. Et ça, c'est important en Hollande. On a beaucoup d'expertise ici. Les caméras, les capteurs dont Vincent il a déjà parlé, les maps, naturellement, que Vincent il a touché aussi, senseurs, mais aussi les mécaniques, donc les traditionnelles mécaniques de la voiture dont Jean-Christophe il en a parlé, par exemple, avec le freinage d'une voiture, etc. La dernière boîte d'expertise, c'est quand même le AI Logic. Et ça, c'est le plus nouveau, et je vais le toucher dans le prochain slide. Ce que je voulais dire à propos du dernier slide, c'est qu'avec tous les composants du chaîne, il y a des fournisseurs différents, ou très grandes, ou très spécialisées. Et ça détermine un petit peu le landscape, l'écologie du terrain de autonomous driving, et aussi des skills recherchés. Donc, j'ai repris les composants dont j'ai parlé avant. Je ne parle pas trop du télécom, parce que ça, c'est déjà très spécifique, mais c'est des telecom engineers qui sont importants au niveau skills. Niveau chips et processing powers, c'est un spécialisme dans le computer science. Et j'ai vu aussi qu'on a parlé de low latency dans le slide de Nico précédente. Et ça veut dire que les données passent dans les plus petits délais possibles. Ça veut dire low latency. Donc les réactions devraient être très vite et très efficaces. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de computer science dans le sens de microchip. Et le retour aussi du electrical engineering. Et electrical engineering, ça veut dire des spécialistes pour, par exemple, camera fusion, dont Vincent il a parlé. Et electrical engineering, c'est un sujet spécialisé à l'université ou le polytechnique aussi. Data science pour les données niveau navigation, niveau maps. Mechanics sur niveau des mécaniques des voitures, et dont j'ai parlé, les R&D units for AI Logic. Et là, surtout, il y a quand même quelques domaines spécifiques, dans le sens que les ingénieurs qui y travaillent, ils ont surtout fait les études de computer science ou mathématiques, et parfois aussi c'est quoi physics en français? C'est sciences naturelles, je crois. Parce que les physics expertise peut traiter des datasets très larges. Et en fait, d'à côté de ça, il y a quelques pochettes de spécialisation très spécifiques. Par exemple, simulation, ce qui est très proche du gaming. Cybersecurity, donc tout est connecté, tout parle entre eux, mais est-ce que c'est secure en fait? Il y a aussi une recherche d'expertise du hardware, de computer science du chips, semiconductor type d'expertise, et aussi, dont Christophe il a parlé, les testeurs. Donc en fait, il y a, disons, 3 domaines. Il y a le télécom, il y a le computer science pour le hardware, mais aussi pour la logique, et il y a l'electrical engineering, data science est spécialisé pour les maps. Donc dans tous les domaines, ils cherchent des spécialistes pour les centres de recherche, les R&D units. Si je peux voir le prochain slide, s'il vous plaît.
fait, je voulais dire qu'il y a non seulement les défis de rechercher, de trouver les expertises très spécialisées, mais il y a aussi le défi de se former des centres d'expertise régionales. Donc, c'est pour ça que j'étais très content de contribuer à cette présentation, parce que pour l'instant, la Hollande est vraiment devenue un centre de recherche pour tout ce qui est lié au ADAS, au Autonomous Driving, plus HD Mapping. Et en plus, en Hollande, on a l'accès sur les semiconductor technologies ainsi. Dans les pays autour, comme par exemple l'Allemagne, ce qui est une très bonne source pour moi à rechercher mes candidats, il y a la base du traditional car industry aussi que la France. Et ce qui est quand même important comparé avec les autres régions, qu'en général, les expertises se développent en termes de faire des publications dans les journaux scientifiques. Et ce qui est dit à propos de l'Europe, c'est qu'il y a beaucoup de freedom, liberté à développer des recherches très spécifiques, à fur et à mesure au principe de qu'est-ce que vous voulez rechercher, vous pouvez le faire. Donc, il y a beaucoup de variété niveau publication et recherche. C'est très libre. Comparé avec les États-Unis, où en fait, ça c'est le grand magnet en termes d'attraction pour les candidats. Et ça, je note aussi que j'ai pas beaucoup d'interaction entre les demandes pour les ressources depuis les États-Unis, mais je vois que beaucoup des candidats sur haut niveau désirent de faire une période de travail aux États-Unis. Ils retournent quand même après, mais il y a une très grande attraction à travailler. Et de plus en plus, naturellement, on voit que le volume des expertises et aussi du financement vient de la Chine. Et ça veut dire que beaucoup des candidats ont quand même une connaissance de toute la chaîne des technologies dont j'ai parlé. Et aussi, il y a quelques fournisseurs très, très grands en Chine qui combinent tous les composants d'expertise. Et en général, quand on trouve des candidats, c'est des candidats de niveau universitaire. Donc, disons, un Bachelor's Computer Science, c'est très recherché à la base. Mais presque dans tous les cas, les ingénieurs de R&D, ils ont fait un master's ou un PhD, un doctorat après, avec quelques publications. Donc ça, c'est très recherché. Ça veut dire que c'est niveau universitaire, ou en France, c'est les polytechniques qui fournissent les candidats les plus connus. Et en gros, c'est pas les grands numéros de candidats recherchés pour les groupes de R&D. Donc, à la base, moi, je place à peu près 15 personnes par an dans des groupes de R&D parce que c'est très spécifique et très spécialisé ce qu'ils recherchent. Et je voulais finir en disant que je crois que niveau recrutement et ressources, il y a un défi, ce qui s'appelle le Covid, le Corona, qui est déjà nommé. Et ça veut dire que pour l'instant, il y a des recherches qui sont un petit peu à l'arrière. Donc, les nouvelles recrutes, c'est un petit peu on hold. Et ça me fait un petit peu de souci niveau entreprise européenne, parce que tous les délais, c'est en fait un délai comparé avec les grandes entreprises depuis la Chine qui ont beaucoup d'accès de finances pour se développer dans cette période. Et tout le temps perdu maintenant, c'est un temps perdu sur le niveau développement-innovation. Donc ça, c'est un petit demande à faire niveau entreprise européenne pour bien contribuer et continuer à faire le recrutement pour pas perdre l'avancement qui est très avancé en Europe, mais aussi en Hollande pour le HD Mapping and Autonomous Driving. Voilà la présentation. Merci beaucoup, Casper. C'était très intéressant et c'était une bonne remarque à la fin. Je vais maintenant arrêter de partager mon écran et je voudrais absolument remercier tous les intervenants avec chacun leur expertise. Et vous avez chacun d'entre vous pu montrer vraiment quelle est votre spécialisation. Je vais voir, est-ce qu'il y a des questions? On aura encore 5 minutes officiellement pour quelques questions. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à un de nos intervenants? N'hésitez pas de les mettre dans le Q&A en bas et je les prends. Sinon, je me permets moi de poser une question à Nico. Dans quelle mesure ce sujet de conduite autonome rentre dans la relation bilatérale de la France et les Pays-Bas?
J'ai eu le temps de réfléchir pendant que je me unmutais. Merci beaucoup pour ta question, Sylvie. C'est une question très, très pertinente. En fait, il y a plus ou moins 3 ans, on a fait le constat, quand on a regardé le secteur de l'automobile aux Pays-Bas, qui, pour 80 ou un peu plus même de 80% de ses activités, que ce soit en recherche et développement, commerce, investissement, plus de 80% se fait dans une relation internationale. Et donc, on s'est demandé, bon, quels sont les pourcentages alors dans ces relations internationales dans le secteur de l'automobile aux Pays-Bas? De tout ce qui se fait donc, dans l'international, donc quasiment 80 jusqu'à 90% des activités, de ce total, 44% se fait avec l'Allemagne. On en parlait déjà. Et seulement 4% avec la France. Là, ça nous a surpris parce qu'on s'est dit, là, il y a moyen de faire mieux. Et à ce moment-là, on a commencé à faire quelques recherches. On a été aux Pays-Bas, on a parlé avec des partenaires aux Pays-Bas, on a parlé avec des écosystèmes en France. Et on a décidé de monter un programme de 3 ans sur la Smart and Green Mobility, pour justement intensifier un peu ces relations, se découvrir aussi mutuellement. Et le focus de cette coopération de 3 ans, qu'on va prolonger maintenant d'un an, parce qu'il y a beaucoup de succès, le focus était justement sur les technologies disruptives, comme la mobilité électrique, l'infrastructure de chargement intelligente, les applications en smart mobility, les services de conseil, les applications en matériel intelligent. Et puis, on a vu qu'on a déjà conclu les 2 dernières années des accords de coopération entre des clusters, des écosystèmes de Automotive NL aux Pays-Bas, ou maintenant ça s'appelle Rijvereniging NL, et le pôle de compétitivité Moveo en France, le pôle de compétitivité Aria Automobile dans le Hauts-de-France, aussi entre Elat NL et VDCom. Donc, on voit que les relations se sont intensifiées énormément, et j'aimerais rajouter un élément plus récent, donc Casper parlait, c'est l'intelligence artificielle appliquée dans le secteur de la mobilité. Là, on voit un intérêt grandissant, vraiment assez impressionnant, entre la France et les Pays-Bas, et nous comptons organiser, ce sera une mission virtuelle, malheureusement, il sera certainement suivi d'une visite physique, tant en France qu'aux Pays-Bas, sur le thème de AI and Mobility. Merci Nico. Et ravi de voir que la relation bilatérale se renforce naturellement. Une dernière chance pour poser une question à un de nos intervenants. Je vois. J'ai la question si on aura un replay après et au diaporama. Oui, c'est le cas. On peut vous donner la présentation de chacun des intervenants, et comme ce webinaire est enregistré, ce sera sur le site de la cfci.nl. J'ai une autre question. Je ne sais pas à qui ça va être posé, mais je vais vous lire la question. C'est à Monsieur Nico Schritekate. Avec le passage aux véhicules autonomes au cours du temps, il y aura un besoin d'y adapter pour les sous-traitants actuels dans le secteur automobile. En tant que gouvernement hollandais, est-ce qu'il y a un plan de les adapter à ce changement? Nico, est-ce que vous pouvez le lire aussi là? Parce que peut-être ce n'est pas très clair si je le lis à haute voix. Non, je l'ai lu, merci beaucoup. C'est une très bonne question. Je crois que justement, ce que démontrait aussi, c'est pour ça que j'avais bien commencé aussi avec ce rapport. Évidemment, le temps était trop court. Le rapport de KPMG qui dit que justement, un des points forts des Pays-Bas, c'est d'impliquer les usagers, les utilisateurs finaux dans le développement de toute cette nouvelle technologie. Il s'agit évidemment d'une interaction dans ce triangle l'être humain, la technologie et l'environnement de cette technologie et de cet être humain.
et qu'évidemment, ça se fait graduellement. C'est ce que j'ai essayé de démontrer dans cette image sur la vision que portent les Pays-Bas dans ce domaine. Et aussi, ce qui nous a beaucoup aidé et continue de nous aider, quand j'ai montré dans cette image avec tous les projets pilotes qui se font dans le pays entier, c'est justement aussi, dans beaucoup de cas, l'utilisateur final était impliqué dans ces projets pilotes qui nous a permis d'apprendre beaucoup, d'adapter. Et puis maintenant, on est dans la phase qu'on appelle deployment et scaling up, où il y a toujours, disons, une coopération dans cette chaîne ou dans cet écosystème qui se fait, tout en adressant les besoins des utilisateurs finaux à la base. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Nico. Une dernière question, parce qu'on a dépassé le temps. Je vais le lire d'abord en français, mais ce sera, I will continue in English because it will be for Vincent. Est-ce que TomTom s'intéresse aussi à la production et l'entraînement de modèles AI/ML, ou l'intérêt est-il principalement sur la carte HD? Is TomTom also interested in the production and training of AI models, or are you mostly interested in the carte HD? Yeah, so thank you. We actually use a lot of artificial intelligence and machine learning in the making of our HD map, because we collect terabytes of data every day. And to make an HD map from that, we automate as much as possible with a little bit of human moderation. But indeed, we use a lot of machine learning and for artificial intelligence in the making of our HD map. And also we have made some test software for localization of autonomous driving, which is also based on artificial intelligence. So that is also a very important part for us, and important skills and colleagues to have, let's say, in our company. If I can add to that, yes, absolutely, machine learning, very important, deep learning, en français, désolé. Mais dans tous les cas, dans les entreprises comme TomTom, il y a une combination aussi de rechercher les expertises computer vision. Et ça, c'est spécifique quand même d'avoir ce type de combination en deux. Donc, machine learning, yes. Mais si on veut travailler dans les centres de recherche AI, R&D, le computer vision, c'est à la base, c'est très important. Et en plus, naturellement, le machine learning, plus les technologies, neural networks, etc. Donc, computer vision, toujours sur les résumés. Merci beaucoup. Je vois l'heure, donc malheureusement, il faut que je vais terminer ce webinaire. Je voudrais remercier nos 4 intervenants encore une fois. C'était très intéressant et je pense que le fait que vous avez chacun votre angle et votre expertise, ça a fait un webinaire complet. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à toutes et à tous d'avoir participé et d'avoir écouté, et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Sylvie. Merci.